Salut David, merci beaucoup de nous accorder un petit peu de ton temps. Donc le marketing de réseau, je ne sais pas si tu connais vraiment, mais c'est une forme d'entrepreneuriat un peu simplifié. C'est un peu particulier parce que c'est encore un peu méconnu en France. Et du coup, nous, on enseigne aux gens à s'affirmer en tant qu'entrepreneur et vraiment s'impliquer dans le marketing de réseau en tant qu'entrepreneur. Ma question pour toi, c'est comment est-ce qu'on se positionne, comment est-ce qu'on agit et comment on s'affirme en tant qu'entrepreneur quand c'est tout nouveau et quand on n'est pas habitué, quand on n'est pas éduqué à ça. En fait, déjà, ce qui est super important, c'est que on est codé comme ça, on est très sensible, l'être humain, au regard des autres. Et quand tu regardes l'origine de ça, ça date de très longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain est une bête sociale et la peur du regard des autres, à l'origine, elle est légitime. Parce que vu qu'on grandissait, on a vécu en tribu, si tu étais rejeté de ta tribu, tu étais en grande difficulté pour survivre. Parce qu'il y a 100 000 ans, forcément, tu n'as pas la possibilité facilement de passer d'une tribu à l'autre. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas le même contexte. C'est-à-dire que si tu ne te sens pas bien avec tes amis parce qu'ils critiquent ta nouvelle activité, ton projet de vie, tu peux trouver des nouveaux amis, que ce soit physiquement, parce que ça n'a jamais été aussi facile de l'histoire de l'humanité, de prendre un train, de prendre une voiture, de prendre un avion. Donc tu peux ne pas être épanoui dans ton lieu de vie actuel et trouver un autre endroit où ce que tu fais, c'est totalement autorisé. Mais c'est aussi, ça peut être des nouveaux contacts et des nouveaux amis. Virtuellement, tu me disais, tiens, que du coup, l'académie liée à la situation actuelle, elle est plus en ligne. Et ça, c'est super important. C'est qu'on a une peur viscérale très profonde de d'avoir peur du regard des autres et d'avoir la tendance à se plier à la norme sociale parce qu'on ne veut pas se retrouver seul, parce que se retrouver seul, c'est la mort. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cette peur-là, c'est une peur qui aujourd'hui, elle a beaucoup moins de sens. Parce qu'il n'y a plus du tout le risque de mourir si je suis exclu de mon cercle social. Et donc la vraie bonne question aujourd'hui, c'est pas d'essayer d'éviter d'être critiqué. La bonne question, c'est quel genre de personnes j'ai envie d'avoir autour de moi. Des gens qui vont partager certainement un système de valeurs qui est commun, qui vont partager une manière de s'exprimer, une manière de s'habiller commune, qui vont partager une même ambition, une même aspiration, et d'essayer de me dire, ces gens-là, ils sont où? Que ce soit virtuellement, alors ça peut être en lisant ton magazine, en allant dans ton académie, ça peut être sur des groupes privés sur Facebook ou des événements, je ne sais pas, de la salsa ou du théâtre. Et si tu fais en sorte de te créer un écosystème de gens qui comprennent ce que tu veux faire, c'est beaucoup moins grave d'un coup d'être critiqué. Donc, pour répondre à ta question de s'affirmer, déjà, ce n'est pas forcément utile de s'affirmer auprès de tout le monde. Et ça, je pense que c'est une vraie erreur que vont faire plein d'entrepreneurs, c'est de vouloir mettre tout le monde d'accord. L'entrepreneuriat, c'est pas mettre tout le monde d'accord, on n'est pas dans la politique. Dans la politique, tu as besoin d'avoir 55% de gens qui sont d'accord avec toi. Là, le jeu de l'entrepreneuriat, c'est pas d'avoir 50% de gens qui t'aiment et qui sont d'accord avec toi, c'est d'avoir 10% des gens qui t'adorent et 90% qui soit sont neutres, soit même te détestent. Parce que ça, c'est vraiment très profond. Tu ne peux pas avoir des gens qui t'adorent si personne te déteste. Si personne te déteste, ça veut dire que tu es lisse. Ça veut dire que tu ne t'exprimes pas dans des choses qui sont importantes pour toi. Si par exemple pour toi, l'art, c'est quelque chose qui te passionne, il y a des gens pour qui l'art, c'est débile, ça ne sert à rien. Si pour toi, la cause animale, c'est important, des gens vont trouver ça débile. Donc, si personne trouve ce que tu dis débile, il y a des grandes chances que tu ne sois pas en train d'exprimer profondément qui tu es. Donc moi, ce que je dirais, c'est choisis vraiment qui tu côtoies. Ça paraît basique comme idée, mais c'est vraiment essentiel. 2, ne cherche justement pas à te mettre tout le monde d'accord. Et donc 3, ça va m'amener à une idée qui est peut-être plus profonde. Tu as besoin, même en tant que personne, d'avoir de la résistance autour de toi, des gens qui ne sont pas d'accord, des gens qui vont critiquer ton projet. Tu as besoin de ça pour devenir entrepreneur. Parce que si Martin Luther King, si Steve Jobs, ces gens-là, on les met autant sur des piédestals, c'est justement pour leur capacité à continuer d'exprimer un message malgré la résistance. Et cette résistance, il faut non pas la voir comme un problème, mais comme l'entraînement nécessaire pour devenir le genre de personne qui, du coup, s'affirme de plus en plus facilement. Je vais peut-être le formuler encore autrement. Je pense que la pensée que tu as quand tu te mets à entreprendre, c'est « Ah, j'y arrive pas », parce que j'ai du mal à m'affirmer. « Ah, j'y arrive pas parce que j'ai des gens qui résistent à mes idées. » Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il s'agit de le voir. Cette difficulté-là, c'est exactement la même difficulté que tu vas ressentir quand tu vas à la salle de sport et que c'est difficile.
Le gars ou la nana qui va régulièrement à la salle de sport, quand c'est difficile, il se dit quoi? Il se dit yes, je suis en train de progresser, je suis en train de développer mon muscle. Et donc, s'affirmer n'est pas censé être facile. Et tant que les personnes auront l'illusion que entreprendre est censé être facile, ils n'y arriveront pas. Parce que si ça devient facile, ça veut dire que ça est facile pour tout le monde et donc il n'y a plus de séparation. L'entrepreneuriat, ça reste un monde de compétition. Compétition sur deux choses. Un, capacité à apporter de la valeur et deux, capacité à communiquer cette valeur. Parce que je peux faire un truc super, mais si j'arrive pas à l'exprimer d'une manière où les gens se disent « Waouh, j'ai envie de vivre ça avec lui, avec elle, avec cette entreprise », ils vont pas l'avoir. Donc, plus je me dis, tiens, quand je suis critiqué ou quand c'est difficile, en réalité, je suis en train de progresser, plus ça va devenir facile. Et donc, je vais juste finir en une phrase. L'idée, c'est d'arrêter de vouloir obtenir de la validation et plutôt de chercher à devenir quelqu'un qui, peu importe la validation, s'exprime sur ce qui est important pour soi. Et peut-être dernière chose importante, beaucoup de choses paraissent énormes quand on les traite de front et beaucoup de ces mêmes choses, quand on les prend par petites doses, en les découpant, deviennent beaucoup plus confortables. Donc si on prend s'exposer dans l'ère d'aujourd'hui, plutôt que de se dire je vais parler de ce que je fais, peut-être que mon défi cette semaine, ça va de créer un compte Instagram. Et si aujourd'hui, juste parler de moi, c'est difficile, et peut-être publier une photo de moi où je ne suis pas le visage découvert. Je vais donner un exemple. Il y a 3-4 ans, il y a une personne, il y a des amis qui lui disent « Ah tiens, je connais un type, David Laroche, viens, on va le voir, ce serait trop cool. » « Oh non, j'aime pas, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. » Et ses amis insistent et vu qu'ils ont pris une place pour lui et qu'il n'a pas à payer, il y va. Et en fait, il a un vrai coup de cœur, ça le prend au trip et il se dit « J'ai envie de continuer. » Donc il décide d'investir sur lui-même et d'acheter un séminaire. C'était un séminaire à l'époque qui devait durer 2 jours. Et de ce séminaire-là, il se rend compte que le rêve le plus important pour lui, c'est de créer une marque de vêtements. Mais il n'est pas à l'aise, parce que c'est son histoire de vie, il n'est pas à l'aise à s'exposer. Et on pourrait se dire, à l'heure d'aujourd'hui, si je ne m'expose pas, si je ne montre pas mon visage, je ne peux pas réussir dans l'entrepreneuriat. Et en fait, il a transformé son problème en force. Et il a fait que des photos où tu ne vois jamais son visage, il a toujours un chapeau, et ça donne un univers à ses photos, et son compte Instagram s'est mis vraiment à exploser, et il a pu vendre ses vêtements. Et ça, pour moi, c'est profond. C'est-à-dire que l'erreur aujourd'hui, là on parle de marketing de réseau, mais on pourrait parler de plein de domaines, c'est de vouloir réussir de la manière où tu vois la personne qui aujourd'hui cartonne en se disant il faut que je fasse pareil, parce que je ne sais pas, un Gary Vee est très extraverti et s'exprime. Plutôt que de se dire, si ça devenait facile de parler de soi, de parler de son projet, je le ferais comment? Reprenons le marketing de réseau, il y en a qui vont réussir par les réseaux sociaux, d'autres qui vont réussir parce qu'ils ont... C'est pas les plus extravertis, mais ils sont très bons pour créer de la relation profonde. Donc, ils ne voient pas 1000 personnes, mais ceux qui voient, ils créent une relation qui n'a rien à voir. Donc, voilà. Parler de son activité, c'est aussi trouver la manière de parler de son activité. On n'a pas tous les mêmes talents. Et donc, du coup, ce n'est pas les mêmes canaux d'expression qu'on doit utiliser pour développer son activité. Exactement. J'ai une autre question pour rebondir. Comment est-ce qu'on fait pour rester constant dans un projet et arrêter de procrastiner ? Bon, déjà, je pense qu'il s'agit d'arrêter de se mettre la pression de vouloir être constant. Parce que, voilà, les femmes, vous avez des cycles. Et ces cycles, voilà, c'est connu, ils influencent votre biochimie, ils influencent vos hormones. Ces hormones influencent pas mal de choses dans nos décisions, notre perception. Les hommes aussi ont des cycles, l'être humain a des cycles. Juste les saisons, je parle les saisons de la température, tout ça, influencent comment on sent. La chaleur influence comment on sent, la météo influence comment on sent. Donc, chercher à être constant, je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas l'être du tout. Pareil, chercher à éliminer la procrastination, c'est le meilleur moyen de vraiment beaucoup procrastiner. Pourquoi ? Parce que ce qui est un peu dérangeant dans cette industrie du coaching et du développement personnel, c'est de présupposer que beaucoup de choses sont des problèmes. Je ne crois pas que, la vie, elle a plusieurs millions d'années et nous, l'humanité, notre civilisation, elle est relativement récente. Et là, on commence à raconter que telle chose est un problème. En fait, toute chose est un problème en fonction du contexte et toute chose est une opportunité en fonction du contexte. La procrastination, ça peut être une vraie bénédiction en fonction de comment on le regarde. Par exemple, si
tous les jours, j'essaie de me mettre sur les réseaux sociaux et j'y arrive pas. Une première lecture pourrait être dire je manque de volonté, je procrastine, je fais pas ce qui est important pour moi. C'est possible que ce soit ça. Mais il y a un autre niveau de lecture qui est peut-être, il y a une partie intelligente de moi qui me dit juste, David, c'est pas pour toi. C'est normal de s'auto-saboter pour les choses qui ne sont pas pour nous. C'est-à-dire que si là tu me dis, tiens David, je voudrais par exemple que ton nouveau métier, c'est de t'occuper d'un jardin tous les jours. C'est beau de s'occuper d'un jardin et des gens passionnés, mais pas moi. Et donc si tu me demandes de faire ça, ben, c'est normal, je vais me lever plus tard, je vais vouloir me coucher plus tôt, je vais trouver des excuses pour faire d'autres trucs. Et là on va dire, mais David, tu manques de volonté, tu manques de confiance, tu manques de régularité. Ben non, peut-être que je suis en train de vouloir me forcer à faire quelque chose qui au fond n'est pas pour moi. Et donc pour moi, la première question que je vais poser en coaching, et typiquement j'ai eu la chance d'avoir des leaders entre guillemets de marketing de réseau, qui essayaient parfois, mais malgré leurs résultats, de s'imposer des stratégies qui n'étaient pas pour eux, avant de prendre le prisme de la volonté, avant de prendre le prisme tu dois faire ça, j'essaie d'avoir la lecture de pourquoi vraiment tu dois faire ça en fait. Parce qu'il y a d'autres voies, il y a d'autres manières de faire. Demande à Bill Gates de réussir dans l'informatique comme Steve Jobs. C'est mort. Bill Gates, et il suffit de voir sa vie, n'a jamais été intéressé par le design. La clé de la réussite de Steve Jobs, ça a été d'avoir un amour particulier pour le design, la beauté et en particulier la calligraphie. Il dit lui-même que son amour de la calligraphie, qui à l'époque paraissait, et c'est important, une distraction, paraissait être un truc inutile, s'est avéré être quelque chose d'indispensable pour réinventer l'informatique et rendre beau l'informatique, que ce soit par le design des iMac à l'époque avec les couleurs, que ce soit par les polices. Et il dit, les polices, donc les fontes, les polices de caractère ont participé au succès d'Apple. Mais Bill Gates serait procrastiné pour ça parce qu'il n'était pas inspiré pour ça. Donc, avant de vouloir éliminer la procrastination par la volonté, déjà explorons, est-ce que le projet il est bon pour moi? Première question. 2, si je me dis, ouais, il est quand même bon. Il y a 1000 manières de faire le même projet de 1000 manières différentes. Peut-être que je ne suis pas dans la bonne ville, peut-être pas avec les bonnes personnes, peut-être pas sur le bon produit, peut-être pas sur le bon marketing de réseau, peut-être pas sur la bonne approche. Je me force à faire de l'Instagram alors que je suis une machine à connecter avec les inconnus parce que ma force, ce n'est pas le one-to-many, c'est-à-dire de un à beaucoup. Ma force, c'est du one-to-one. Ben dans ce cas-là, pourquoi m'embêter à vouloir faire du one-to-many parce que c'est la mode? Tu vois, j'ai des amis, ils gagnent plus d'argent que beaucoup de gens. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas de carte de visite, ils n'ont pas de site, ils n'en auront jamais. Mais c'est des machines, tu les mets n'importe où dans le monde, ils sont amis avec tout le monde en 25 minutes. Ce n'est pas mon cas. Par contre, je suis extrêmement bon, en tout cas par rapport à la norme, je suis extrêmement bon pour savoir comment tu véhicules une idée à plein de personnes. C'est mon talent. Mais tu me mets en compétition dans une salle en réseau, je suis nul. Je suis vraiment nul. Alors je me suis formé, j'ai appris, mais moi j'ai appris, lui il est passionné. Si lui, il essaye de faire ce que je fais, il ne va jamais y arriver. Si j'essaye de faire ce qu'il fait, il ne va jamais y arriver. Donc, 1, est-ce que c'est mon projet? 2, est-ce que je peux construire ce même projet, mais d'une manière qui me correspond plus? Et après, quand j'ai fait tout ça, il y a des choses qu'on peut faire pour augmenter la régularité. Et je pourrais t'en donner plein, mais je sais que tu as plusieurs questions, donc je vais limiter mes réponses. Moi, j'adore l'idée d'au lieu de se fouetter, d'essayer de justement se découvrir soi-même et construire en fonction de sa personnalité. Par exemple, pendant longtemps, j'avais du mal à aller à la piscine pour le faire du sport. Et il y a 2 lectures à ça. Tu as la lecture de se fouetter, David, tu as un problème, David, tu es nul. Et je sais que beaucoup de tes auditeurs, ils sont parfois durs avec eux-mêmes. Ils se disent, mais comment ça se fait que j'y arrive pas? Ils se comparent à des gens qui, en réalité, ils ne les connaissent pas. Et il faut vraiment faire attention. On compare notre monde intérieur au monde extérieur des autres. C'est-à-dire que je compare ma vie que moi je connais de l'intérieur avec la vie que je vois sur Instagram, qui n'est pas la vraie vie des gens, qui est juste 1% de la vie des gens. Et donc, vu que je compare le mur Instagram de telle personne, telle nana que je vois qui cartonne avec ma vie privée, où moi, j'ai conscience de mes pensées, où je me dévalorise, où j'ai peur, où j'ai pas confiance en moi, j'ai l'impression que moi, je suis une merde. Donc, ce que j'aime bien faire pour moi-même et pour les autres, c'est de prendre du recul et dire, tiens, plutôt que de penser que j'ai un problème de motivation, et si ça devenait facile d'aller à la salle de sport, ça serait comment? Peut-être que tout mon problème, ce n'est pas un problème de volonté, c'est qu'au moment où j'ai envie d'aller à la salle de sport, à ce moment-là, j'ai des résistants, j'ai des freins sur ce chemin-là. Par exemple, et c'est bête, c'est prouvé dans la mécanique de l'habitude, que
la moindre résistance pour installer cette habitude, surtout au début, ça peut te faire dévier. Le simple fait pour moi d'avoir fait en sorte d'avoir un sac de sport avec un maillot de bain, une lunette de piscine et une serviette qui est toujours prête devant la porte, fait que d'un coup, j'ai pas la résistance de « il est où mon maillot de bain? Non, merde, il est pas propre, il faut que je trouve une serviette. » Tout ça, vu que de base, ça va pas être un réflexe, fait que je vais pas y aller. Je mets ça en place, ça devient plus facile. Pour moi, ça a été de faire en sorte de vivre dans des endroits où il y a une piscine. Parce que le fait de me dire « il faut que je prenne la voiture ou je prenne les transports en commun pour aller à la piscine », fait que je vais me dire « ah non, je vais finir tel projet ». Tous ces trucs-là, c'est de la gestion de la résistance en amont qui fait que ça devient beaucoup plus facile. Je vais prendre un autre exemple. Je me suis acheté un bureau debout. Donc, c'est des bureaux, tu sais, qui se lèvent là. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on n'est pas fait, l'être humain, pour rester dans une même position longtemps. D'ailleurs, on n'est pas fait non plus pour rester debout longtemps. On est fait pour être régulièrement en changement de posture, de mouvement, statique, mouvement, assis, debout, allongé, être régulièrement en mouvement. Pendant 1 an et demi, j'avais un super bureau debout qui fait cette taille-là, de dingue. Et en réalité, sur 365 jours, j'ai dû le mettre debout 2 jours. Parce que, en fait, je suis bien sur ma chaise. Même si ce n'est pas bon pour mon dos, je suis confortable et je suis là et je me dis dans 10 minutes, dans 10 minutes, dans 10 minutes. Et 10 minutes se transforment en 1 an. Et le seul truc que j'ai changé, ce n'est pas d'essayer de faire preuve de volonté, c'est de me dire, tiens, à quel moment de ta journée, je peux le rattacher à une autre habitude que j'ai. Typiquement, je démarre ma journée, je vais exclure ma première routine du matin, mais une fois que je suis au bureau, la première chose que je fais, je clarifie c'est quoi le truc le plus important que j'ai envie d'accomplir de cette journée. Et donc ça, je le fais assis. Et j'ai ritualisé que une fois que j'ai fini ça assis, la première chose que je fais, la première tâche de la journée que je vais faire, je vais la faire debout. Je suis passé de une journée pendant 365 jours à quand je suis chez moi, parce que là, je n'ai pas de bureau debout, je ne peux pas lever ce truc-là, mais quand je suis chez moi, on va dire sur 100% du temps chez moi, à 90%, je le mets debout. Parce que dans mon esprit, je me dis juste, David, allez, au minimum, c'est que 1 heure par jour, tu commences par ta journée et ça devient facile. Et c'est pas, je dois me forcer. Et c'est ça, et c'est un vrai problème aussi dans l'industrie du marketing de réseau, c'est que tu vas voir des fois des gens qui ont réussi et qui ne sont pas formés en coaching ni en psychologie et qui vont croire qu'ils ont réussi par la volonté. Très peu de gens réussissent par la volonté. La volonté, tu as un stock par jour et qui le seul moyen, l'unique moyen de réaugmenter ce stock de volonté, c'est faire quelque chose que tu aimes profondément, d'une manière que tu aimes profondément. Et vu qu'ils ne s'en rendent pas compte, ils font des speeches avec beaucoup d'amour et plein de bonne volonté en disant « Hey, il vous faut de la volonté, il faut de la motivation ». Et tu crées une génération de gens dépressifs parce qu'ils vont se comparer à quelqu'un qui en réalité, il est motivé parce qu'il fait ce qu'il aime. Exactement. Je veux dire, je peux essayer de faire ce que je veux, j'aurai jamais la volonté de Leonardo de Vinci. Les gens disent c'est incroyable la volonté qu'il a mis. Mais la vraie question, c'est que ce mec-là pouvait… La volonté qu'il aurait dû mobiliser, c'était pour ne pas faire ce qu'il faisait. Ça ne lui demandait pas de volonté. Tu regardes Charles Darwin, qui est aujourd'hui considéré comme peut-être un des top 10 scientifiques de l'histoire de l'humanité. Charles Darwin, son père était très inquiet, parce que tu parlais des études juste avant, très inquiet parce que scolairement, c'était une catastrophe, aucun projet de vie, et son père se disait, mon fils ne va rien faire de sa vie. Et depuis des années, il passait son temps à aller dehors et dès qu'il découvrait un élément de la nature qu'il ne connaissait pas, à le stocker. Ses parents se disaient « Putain, il est chiant avec ce truc-là, tu as un coquillage. » Alors, le coquillage, je vais dire, c'est beau, mais tiens, une carcasse d'un animal en disant « Incroyable, j'ai jamais vu une carcasse » et le mettre chez lui. Et ça paraissait un problème, ce truc-là. Et un jour, son père, il dit « Putain, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, je t'ai trouvé un projet. » Et dans le même temps, il y a un gars qui cherche quelqu'un pour faire un tour du monde. Mais sauf que ce n'est pas le tour du monde sexy comme aujourd'hui. On n'est pas un voyage comme ça. C'est pas, même EasyJet, c'était la première classe de l'époque. Un voyage non rémunéré pendant plus de 6 mois. Les risques de mourir sont extrêmement élevés et les risques de jamais revenir extrêmement élevés. Et il va rester dans un bateau pendant des mois. Et il décide d'y aller à l'encontre de la décision de son père. Il passe les premières semaines, mal de ventre, il n'est pas bien. Il se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti pour 6 mois. » Et sa mission, c'est de collecter des éléments de la nature un peu partout dans le monde et de les étudier pour les ramener en Angleterre. Et là, il ne compte plus les heures,
il est passionné. Ce voyage va se transformer en plusieurs années. En fait, il va dédier sa vie à ça. Et alors qu'à l'époque, il faut comprendre le contexte. Tu parlais tout à l'heure de s'affirmer. Le contexte de l'époque, c'est la religion qui prend une énorme place. Et est-ce que ça pose un problème? Dans un de ses voyages, il va en haut d'une montagne et il découvre des éléments de la nature en haut de cette montagne qui sont des éléments qu'il d'habitude il retrouve au bord de l'eau. Et là, pour la première fois, il se dit mais c'est pas possible. S'il y a des éléments de la nature qui étaient d'habitude dans l'eau qui sont en haut de la montagne, ça veut dire que la Terre elle n'a pas toujours été comme ça. Et donc du coup, la théorie religieuse de l'époque, c'est la Terre a été créée en 7 jours. Le capitaine de son bateau est un extrémiste religieux. Il va devoir user de plein de stratégies pour continuer de faire ses recherches, mettre cette personne dans sa poche, se confronter à l'autorité religieuse de l'époque, prendre le risque de sa vie, mais il a besoin à ce moment-là d'aucune volonté. Il est amoureux de ça. Et pour moi, on n'a pas assez de conversation autour de ce truc-là. On voit des gens qui réussissent, on se dit qu'il faut faire pareil, mais surtout pas. Va découvrir ce que t'aimes. Einstein, scolairement, c'est pas terrible. Mais par contre, et on pourrait dire, ouais, il devait aimer la science. Il n'aimait pas tant que ça la science, c'était bien. Mais ce qu'il adorait le plus, c'était dès qu'il y avait un élément physique qui bougeait, sans comprendre qu'est-ce qui générait le mouvement. Typiquement, il était passionné par tout ce qui était force magnétique. Tu vois, un aimant, tu ne vois pas ce qui se passe et pourtant ça bouge. Et c'est comprendre comment les choses bougent alors que tu ne les vois pas, ça c'était son amour et sa passion. Marie Curie, les vaccins, une fois elle passe devant un laboratoire et elle voit comme ça les substances chimiques, elle a un coup de cœur. Tu peux essayer de regarder Marie Curie sur Instagram si à l'époque il y avait Instagram et dire je veux faire pareil, mais c'est mort. Elle était amoureuse. Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler un peu la zone de génie? On excelle dans sa zone de génie? Alors avant même ta zone de génie, je dirais que c'est ta zone de cœur. Et cette zone de cœur, vu que tu es tellement amoureux, tu vas y mettre des années. Et oui, super important. Darwin, Marie Curie, Einstein, Steve Jobs, Bill Gates, les 5 ne faisaient pas ça pour réussir. Ils faisaient ça parce qu'ils ne voyaient pas autre chose de plus stimulant à faire. Et quelqu'un qui se dédie dans quelque chose qu'il aime pendant des années, il est capable d'apporter une valeur qu'aucune autre personne est capable d'apporter et qu'aucune personne avec aucun raccourci au monde peut apporter. Derrière, il a une autoroute pour réussir. Alors, on n'est pas en train de dire que ça suffit. Généralement, il y a besoin d'apprendre à communiquer, à commercialiser, à faire du marketing. Mais tu as une base qui est essentielle et qui crée de la motivation. Moi, pourquoi je peux passer des heures et des heures à travailler alors que ma mère disait que j'étais une loque à l'époque? C'est parce que je suis amoureux de la psychologie. Je veux dire, je me vois pas faire d'autres choses jusqu'à la fin de mes jours. J'adore la psychologie, j'adore comprendre les perceptions des gens, j'adore comprendre comment les gens pensent. Je suis fasciné de me dire que tu peux souffrir pendant 20 ans et que je peux avoir 1 heure avec toi en coaching et que ta vie elle est transformée après. C'est incroyable. Mais je ne cherche pas à être motivé pour ça. Il faudrait que tu me forces à arrêter. Et je pense que pour ton audience, je les inviterais à avoir une vraie conversation profonde, en pleine nature, avec eux-mêmes, en se disant, si je réussissais dans le marketing de réseau, de ma manière, je m'y prendrais comment? Si c'était sans effort, je ferais quoi? Je toucherais quel type d'audience? Je communiquerais comment? Et c'est qu'une fois que j'ai ça, que je chercherais à rajouter des stratégies. Est-ce que tu penses que quand on est un entrepreneur passionné, on est constamment dans l'action? Non. Je pense que c'est un vrai risque que moi j'ai vécu d'être constamment dans l'action. En fait, on pourrait dessiner une courbe où, au début, quand tu démarres ton projet, souvent tu n'es pas habitué à être dans le mouvement, dans l'action. Au début, tu as très peu de risques, entre guillemets, à trop agir. Donc, toute personne qui démarre, je lui conseillerais de devenir un bourrin, une bourrine. Passer à l'action le plus possible, générer le plus d'expérience possible, parler au plus de personnes possible, envoyer le plus de mails possible, publier le plus de vidéos possible. Parce que la récompense de l'action au début, elle est immense. Tu vas te séparer des autres par le nombre d'actions que tu génères, que tu mets en place. Mais au bout d'un moment,
Ce qui va faire la différence entre toi et un autre entrepreneur, c'est plus les actions que tu mènes. On n'est pas un ouvrier d'usine qui est récompensé par la vitesse à laquelle il produit. Si tu prends la métaphore de l'arbre, je peux prendre une hache et taper comme un bourrin à 25 endroits de l'arbre différents et que l'arbre ne tombe jamais. Je peux prendre du recul, me former sur la structure d'un arbre, me former sur comment tu aiguises une hache et comment tu l'as choisie et quel type de mouvement faire. Ce temps-là, il va paraître être de l'inaction, puisqu'il ne génère aucun résultat apparent, mais c'est ce qui va faire que peut-être là où la personne a tapé à 25 endroits depuis 10 ans et l'arbre n'est toujours pas tombé, que moi j'ai passé non pas 10 ans mais 4 ans à vraiment comprendre comment l'arbre il tombe et qu'au moment où je tape à l'endroit où l'arbre est fragile, exactement à ce même endroit plusieurs fois et qu'en 4 coups l'arbre il tombe. Et donc, encore une fois que tu as eu cette phase d'action, et tous ceux qui démarrent, je leur conseille ça, mais tous ceux qui nous écoutent, qui ont déjà un réseau qui est en route, ils vont plus être gratifiés par le nombre d'actions qu'ils mettent en place, mais par la qualité des actions qu'ils mettent en place. Et tu ne peux arriver à la qualité que quand tu t'autorises à ne plus agir. Typiquement, à passer du temps dans la solitude. Newton, c'est typiquement en confinement et donc dans un espace où il s'est retiré qu'il a trouvé la loi donc de la gravité et cette idée justement qu'il y a une force qui s'exerce sur nous en voyant cette fameuse pomme tomber. Mais il y a aussi Jung qui se retirait plusieurs fois par semaine pour explorer ses théories sur la psychologie. Bill Gates, alors qu'on est en pleine explosion de Microsoft, qui va passer une semaine, je crois, par trimestre ou par mois, je ne sais plus, isolé dans la nature. Beaucoup, même le fondateur, pas le fondateur, le directeur de LinkedIn, qui pose dans son emploi du temps à rien faire. L'homme le plus riche de la planète, Jeff Bezos, dédie chaque semaine du temps à réfléchir. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Ce que moi je fais typiquement, c'est que déjà je vais passer, je vis proche de la nature, donc je vais passer du temps régulièrement dans la journée quand je vais lire un livre, quand je lis un truc qui m'intrigue. Avant, l'erreur que je faisais, c'était que je continuais de lire. Un des réflexes qui m'aide beaucoup, c'est si je lis un truc qui m'intrigue, de poser mon livre, regarder là devant moi, je suis face à la mer, donc je vois la mer me fait beaucoup de bien, et prendre 5, 10, 20 minutes à essayer de vraiment internaliser ce que j'ai lu, parce que c'est très facile de lire des pépites, d'enchaîner des centaines de pépites, mais la récompense, elle n'est pas sur le nombre de pépites que j'ai appris, mais sur à quel point je vais les internaliser et en faire quelque chose. Et je me force, entre guillemets, à aller jusqu'au stade où je génère des idées qui peut-être on va les mettre en place. Donc ça, c'est ma première chose. Ensuite, j'ai mon cher Timmy qui est là, avec qui on passe beaucoup de temps à brainstormer sur de la stratégie. Donc souvent, ce que j'essaie de faire, c'est d'apporter des idées qui sont déjà un minimum abouties, les écrire, les poser. Et puis à deux, et je suis très bon quand j'ai quelqu'un qui est capable de me faire un ping-pong, soit en disant j'aime pas telle idée, j'aime telle idée, ou qui va me poser telle question. Et de ce ping-pong-là, il y a plein de belles choses que typiquement on a fait ces dernières années et qu'on va continuer de faire, qui sont nées de ces moments de réflexion. Après, je sais que moi, ça marche beaucoup chez moi et pour beaucoup de gens d'ailleurs. Hein. Tu vois, marcher en forêt, marcher au bord de l'eau, et marcher, non pas avec la pression de trouver une bonne idée, mais avec en tête la vision que tu as envie de créer pour toi-même, ou pour la vie, ou pour le monde. Et de me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai encore jamais testé, qu'est-ce que j'ai jamais fait? Si tout est possible, je ferais quoi? Quelle pourrait être la stratégie un peu contre-intuitive? Et la clé là, c'est de passer du temps à réfléchir avec zéro attente d'obtenir des réponses. Parce que si tu te mets la pression d'obtenir des réponses et que si tu n'obtiens pas de réponse, tu te trouves nul, tu vas saboter la créativité. J'ai juste confiance dans le processus que de passer du temps à réfléchir. Mais je vais aussi le faire, tu vois, dans l'avion. Des fois, l'avion, voilà, je vais fermer les yeux et juste méditer sur comment je pourrais m'y prendre autrement. Je suis assez fan de l'idée qu'il est possible d'accomplir 2 fois plus avec 2 fois moins d'énergie si je suis malin. Ok. Il y a 2 choses que j'aimerais aborder si on a encore un petit peu de temps. C'est l'équipe. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à la gestion d'équipe. Donc, comment aider ses partenaires à réussir? Comment garder une bonne dynamique au sein de son équipe? Yes. Je dirais que la première chose pour les aider à réussir, c'est leur faire comprendre le plus vite possible que leur stratégie de réussite n'est pas la mienne. Et de surtout pas imposer ma manière de réussir sur eux,
qui est le plus beau moyen de les amener dans le mur. Et m'amener dans le mur, du coup. Exactement. Et donc, la chose la plus rapide que j'essaierai de faire, c'est de passer du temps avec mon cercle le plus proche dans mon équipe et les aider à découvrir c'est quoi leurs valeurs. Mais quand je parle de valeurs, je ne parle pas dans le sens populaire du développement personnel, du type j'aime l'amour, le respect, la liberté. Ça, c'est quasiment pas utile de les connaître. Ce qui est vraiment utile, c'est de comprendre qu'est-ce qui te donne de l'énergie quand tu es le plus fatigué. Typiquement, je vais donner un exemple. Tout à l'heure, j'étais avec Nadia qui était à côté de moi, on parlait de lecture. Et sans qu'on parle de valeurs directement, elle me donne un indice sur ce qui va être son système de valeurs parce qu'elle me dit qu'il y a tel livre qu'elle lit plus facilement et tel livre qu'elle lit moins facilement. Ça, c'est un indice. Si j'avais eu plus de temps et si je ne la connaissais pas, j'aurais pu creuser sur tiens, mais Nadia, qu'est-ce qui fait que tu aimes plus tel livre? Et de ça, je vais découvrir des choses qu'elle aime naturellement. Et c'est ça qui lui donne de l'énergie. L'idée, ce n'est pas de chercher à l'énergiser et de la booster. Parce que si je la booste dès que je ne suis pas là, elle n'aura plus d'énergie. L'idée, c'est de découvrir avec elle, et c'est ça la mission d'un leader. La mission d'un leader, c'est de découvrir qu'est-ce qui naturellement donne de l'énergie pour la personne. Et une fois que j'ai découvert ça, déjà, je vais pouvoir m'exprimer auprès de cette personne en utilisant un vocabulaire qui l'inspire. Par exemple, notre ami Victor, je sais que tout ce qui est technologie, matériel, c'est quelque chose qui lui donne de l'énergie. Donc typiquement, si je dois lui parler d'un projet, c'est intéressant que je lui parle, s'il y a pas, je ne vais pas lui dire qu'il y a, mais s'il y a, je vais privilégier la partie technologique du projet, comment on va découvrir tel matériel ou le défi technique qu'on peut avoir, parce que c'est quelque chose qui, ce n'est pas à moi de lui donner de l'énergie là-dessus, il a déjà de l'énergie là-dessus. Et donc typiquement, ça va être naturellement, tu parlais de zone de génie, ça va être naturellement sa zone de génie parce que la zone de cœur, elle devient notre zone de génie. Donc moi, je dirais essayer de découvrir le plus vite possible la zone de génie des personnes que j'accompagne. Alors c'est complexe pour moi de te dire en peu de temps parce que j'ai développé avec le temps des protocoles que j'enseigne pour aider les managers, les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs ou les personnes qui ont des équipes en marketing de réseau ou voire même les parents à découvrir le système de valeurs des gens qui côtoient, mais le plus vite possible découvrir ce qu'ils aiment pour les aider à trouver une stratégie en accord avec ce qu'ils aiment et communiquer en accord avec ce qu'ils aiment. Typiquement, pour prendre des exemples, certains marketing de réseau, dans leurs valeurs, il va avoir l'argent, mais d'autres, l'argent, ce n'est pas du tout une question. Et je peux essayer de leur dire, regarde, tu vas avoir tel bonus, et intellectuellement, ils vont dire, ah oui, c'est cool, et une fois que je ne suis plus là, ils vont partir. Alors que peut-être leur valeur, c'est la partie relationnelle, rencontrer des gens. Mais il s'agit d'aller plus dans la finesse, que tu as des gens, ils aiment rencontrer des gens. Mais tu as des gens, ils vont aimer découvrir en profondeur des gens. En apparence, tu pourrais dire que c'est la même chose. Mais ça ne va pas être la même personne. Tu en as un qui va aimer avoir de la quantité et découvrir régulièrement des nouvelles personnes. Là où l'autre va aimer quand il y a un fit, il y a quelque chose qui match, aller vraiment dans la profondeur avec cette personne. Tu en as d'autres, ils vont aimer plus apprendre de la connaissance et ça va être plus leur biais. Tu en as d'autres qui vont aimer le design. Tu en as d'autres qui vont aimer le voyage. Et le marketing de réseau peut proposer toute cette richesse-là. Et tu peux réussir dans le marketing de réseau de 1000 manières. Donc, pour moi, ça, c'est le plus important. Et du coup, de les aider à poser des objectifs qui ne sont pas les objectifs que moi, je leur pose, mais des objectifs qu'ils se posent en accord avec leurs valeurs. Tu veux tuer la motivation d'une entreprise, tu donnes des objectifs à tes équipes. Alors que l'idée, c'est que chacun découvre quel objectif il a en accord avec ses valeurs. Et du coup, naturellement, il aura de l'énergie pour accomplir ce qui est important pour lui. D'ailleurs, un truc hyper important à comprendre, qui est douloureuse et profonde en même temps. Tous les gens autour de nous nous trahiront à chaque fois qu'on leur demande de vivre en désaccord avec leurs valeurs. Si je demande à mon fils de s'intéresser à la science parce que c'est mes valeurs et je pense que c'est bien, c'est mort. Si pour lui, les valeurs, c'est l'art, c'est mort. Au mieux, et donc pour moi c'est presque le pire, il va s'intéresser à la science en se pliant à ce qui est important pour moi et sans m'en rendre compte, j'ai créé un être humain, j'ai participé à contribuer à créer un être humain qui a appris que pour vivre, il fallait se plier à ce que veulent les autres. Il ne faut pas d'ailleurs que je m'étonne s'il a du mal à aller découvrir ce qui est important pour lui, à prendre des risques, à faire des choses importantes parce que ce que je lui ai dit c'est fais pas ce qui est important pour toi.
fais ce qui est important pour maman et donc les autres. Donc, j'encouragerais vraiment les personnes à découvrir ce qui est important pour l'autre, parce que sinon, ils ne vont jamais rester motivés. Hein. Ça marche. Pour finir, j'ai une question un peu particulière et ça reprend un peu mon histoire à moi, pour le coup. Mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de te la poser, cette question. Quand on se décide de se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'on est en couple, je trouve que c'est toujours compliqué de se positionner. Et je pense que c'est cette histoire d'ambition qui crée un fossé. Comment est-ce qu'on peut faire, et je pense que mes lecteurs se retrouveront dans ce que je dis, comment on peut faire pour que son conjoint puisse trouver une place et comprendre aussi notre ambition, parce que quand on aime ce qu'on fait, on le fait avec amour tout le temps et ça prend une place importante. Donc ouais, j'ai deux réponses à ta question, une qui est confortable et une qui est inconfortable. Enfin, les deux en soi sont inconfortables, mais bon, les deux amènent à une belle vie. Encore une fois, on évolue dans notre vie et avancer en couple, c'est mourir et naître ensemble. Et l'erreur, c'est de se dire, on s'aimait il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 3 ans, et donc on doit rester ensemble parce qu'on s'est aimé un jour et parce que ça a été sincère un jour. Le truc, c'est que qui t'es aujourd'hui et qui est ta femme ou qui est ton mari aujourd'hui, c'est complètement différent. Le propre pour qu'un couple réellement fonctionne dans la durée, il s'agit de, quelque part, décider de se remettre en couple à plein de moments de la relation. Et donc, de voir si on a toujours envie. Un couple, c'est pas réellement, tu vois, un contrat qui a été figé pour 30 ans ou jusqu'à la fin de la vie, même si c'est ce qui est dit officiellement le jour du mariage. Pour qu'un couple marche, c'est plus un CDD que tu renouvelles à l'infini. C'est-à-dire que tu dis, j'ai encore envie d'avancer avec toi, mais pas parce qu'on était d'accord il y a 1 an, parce qu'on est d'accord aujourd'hui. Donc, pour moi, entreprendre, effectivement, demande souvent, et c'est plusieurs études là-dessus, que le conjoint il joue un rôle majeur dans la réussite d'une entreprise. Si après 3 ans, mon conjoint il me soutient pas dans ma démarche, peut-être qu'il y a une question plus profonde qui est que c'est pas la bonne personne pour moi, maintenant, aujourd'hui, et que peut-être je ne suis pas la bonne personne. Car c'est déjà tellement dur l'entrepreneuriat. Si en plus de me battre avec le monde extérieur pour parler de ce que je fais, je dois me battre dans mon monde intérieur pour expliquer ce que je fais, ça va être complexe. Maintenant, l'idée, si on aime la personne, c'est de donner une chance à cette relation. Et donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et il y a plusieurs erreurs qu'on peut éviter. La première, c'est de comprendre que c'est plus facile d'être la personne qui change que de voir son conjoint changer. Et donc, il y a un bel exercice d'empathie en se mettant la place dans les yeux de son mari en se disant « Attends. Moi, je me suis mis en couple avec une personne qui avait telle vie, tel mode de vie. Et c'est elle qui décide de peut-être arrêter le salariat, qui décide de se mettre à une vie où on compte plus les heures, où on n'a plus de vacances, où on a une insécurité financière. Il faut se mettre à la place de l'autre. Elle n'a pas décidé, donc c'est d'autant plus dur. Et ça demande de se mettre vraiment à sa place pour pouvoir créer un dialogue. Parce que l'erreur des gens, c'est qu'ils veulent que l'autre les comprenne. Mais ça ne marche pas comme ça dans la vie. Jamais personne ne se mettra à ta place si tu ne te mets pas à sa place d'abord. C'est à moi, vu que c'est moi qui change et c'est moi qui perturbe l'écosystème, de dire « Écoute mon chéri, je me mets à ta place, je comprends que ce que j'ai envie de mettre en place, ça perturbe notre sécurité financière. Peut-être que les enfants ne pourront plus avoir la colonie de vacances cette année. Peut-être qu'ils n'auront plus des cadeaux comme ça. Peut-être que tu aimais qu'on passe du temps ensemble le jeudi soir et ça va être difficile. Et je me mets à ta place. J'imagine que c'est extrêmement difficile pour toi et j'aimerais savoir ce que tu vis et comment tu le vis, ce que tu ressens. Et je vais d'abord laisser l'autre parler. Simon Sinek qui dit « Leaders speak last, leaders eat last ». C'est-à-dire en gros, je vais parler à la fin, je vais être compris à la fin. Déjà, il y a un truc à comprendre. Tu ne peux pas être un leader et vouloir être compris. Ça ne marche pas. Tant que tu veux être un parent et compris par tes enfants, c'est mort. Le but du parent, ce n'est pas d'être compris par l'enfant. Le but du parent, c'est que l'enfant te comprenne, pas l'inverse. Tant que tu veux que tes enfants te comprennent, tu inverses les rôles. Et c'est l'enfant qui va commencer à se dire « Ah mince, il faut que je m'adapte à maman ». Non, ce n'est pas ça l'idée. L'idée de la parentalité, c'est ça, ex ducere, éducation. Ça veut dire conduire dehors, préparer à aller dehors. Donc un bon leader, il arrête de vouloir être soutenu. Il arrête de vouloir être compris. Il essaye d'aider les autres à le comprendre. Et pour faire ça, je dois vraiment te comprendre. Donc je vais passer du temps à laisser mon mari, ma femme s'exprimer sur ce qu'il ressent, sur ses peurs, sur ses frustrations. Première étape. Après ça, je ne m'exprime toujours pas. Et je vais dire « Ok, voilà,
voilà quel rêve j'ai et j'aimerais voir comment on peut le rendre compatible ensemble et qu'est-ce qu'on peut construire pour que ça te corresponde. Et là, je vais essayer de séparer ce qui est de l'ordre de l'indispensable pour moi et ce qui est de l'ordre du négociable pour moi. Et l'erreur qu'on fait souvent en couple, c'est de mélanger tout et c'est dur. C'est de dire en fait, parce que j'ai créé une image de ma vie rêvée et je la force, je la contrains à l'autre. Mais c'est normal que l'autre il soit en résistance. Donc il s'agit de me dire dans ce que j'imagine être ma vie idéale, peut-être que dans les 15 trucs que j'ai marqués, il n'y en a que 3 qui sont vraiment non négociables pour moi. Et les 13 autres, ou 12 autres plutôt, je peux jouer, tu vois. Peut-être que je me dis, je veux faire un tour du monde, mais en fait, le vrai truc, c'est pas le tour du monde. J'ai envie de voyager, et peut-être que je suis pas obligé de faire un tour du monde d'une traite, qui forcément perturbe mon mari ou ma femme. Et peut-être qu'en fait, c'est aussi bien pour moi de le faire par un mois, tous les 3 mois, et c'est plus compatible à ce que souhaite mon mari ou ma femme. Et pour ça, il est peut-être OK de faire un pas vers moi. Mais il n'y a aucune raison qu'il fasse des pas vers moi si je ne fais pas des pas vers lui. Et c'est à moi d'avoir l'exercice d'empathie, parce que c'est moi qui perturbe le statu quo, c'est moi qui change le modèle du monde. Est-ce qu'on peut dire que finalement tu l'intègres dans le projet? Tu lui laisses une place? Non, parce que du coup, si je fais ça trop, ça va être, là, je ne veux pas basculer mon mari et ma femme en enfant. Mon enfant, je lui laisse une place. Non, c'est à lui de prendre sa place aussi, parce que sinon, là, on va dans le mur. Si je commence à avoir la posture de c'est moi qui dirige la relation, du coup, je dérègle la relation. On est censé être plus ou moins au même niveau. Non, on est plus comme 2 associés, et on a des désirs différents en tant que 2 associés. Donc, c'est pas je lui donne de la place, c'est que à la limite, je lui permets de la prendre. Mais lui donner, c'est déjà dans l'idée, j'ai inversé la posture. Je ne veux pas être avec un enfant, je veux être avec une femme qui la prend sa place. Donc, et la prendre, il y a forcément une part de douleur, il y a une part de résistance. Ce n'est pas censé être facile non plus pour mon mari ou pour ma femme. Je dois créer un espace pour, et on doit dialoguer. Ces dialogues, c'est OK, c'est normal qu'ils soient conflictuels, jusqu'à temps qu'on arrive à se dire « yes ». Tous les deux, dans cette vision, on arrive à trouver quelque chose qui nous plaît à tous les deux. Avec ma chérie, typiquement, pendant des mois, on se disait, mais est-ce que ça va être compatible? Est-ce qu'on va arriver à trouver un truc qui nous plaît tous les deux? Et ça nous faisait peur. Mais on a continué de communiquer plein de fois c'était conflictuel, et jusqu'à temps d'être capable de dire, bah moi, mon top 3, c'est ça, moi, mon top 3, c'est ça. Et essayer de se dire, en étant créatif, parce que oui, l'erreur, c'est que souvent, on n'est pas créatif, on connaît qu'une manière de réussir, on veut que ça soit comme ça. Mais à force de discuter, d'être créatif, on s'est dit, tiens, mais et si on allait dans cette direction, toi, t'en penses quoi? Et à un moment donné, on s'est dit, bah tiens, tous les deux, ça a l'air de nous correspondre et ça a l'air de nous plaire, mais c'est pas moi qui ai fait le boulot pour ma femme. C'est-à-dire qu'elle a su la prendre, sa place. Elle a su me confronter, elle a su me dire non, elle a su me dire si on part là-dedans, je te quitte. L'erreur des gens, c'est que voilà, ils créent une relation qui est complètement déséquilibrée. Mais c'est pas censé être confortable de se remettre d'accord et de se réaligner. Mais les gens ont une telle addiction au confort qu'ils pensent que l'inconfort égale problème. Donc, il s'agit d'être empathique pour l'autre, il s'agit de clarifier ce qui est important pour moi, il s'agit de discuter jusqu'à trouver une vision qui est commune et on se dit tiens, j'ai envie de la tester. Et ensuite, je fais des petits pas, c'est-à-dire que je mets en place un projet qui est petit et je crée une boucle qui est courte. C'est-à-dire petit projet de test, par un petit voyage. Et ensuite, on discute ensemble, comment c'était pour toi, c'était quoi tes zones de résistance. Et progressivement, on va itérer comme ça, c'est des itérations, donc des boucles, et on va juste, au bout d'un moment, peut-être trouver ce qui est important pour nous. Mais si après 3 ans, à vraiment communiquer, à vraiment faire ma partie, et j'ai une personne à la maison qui fait que critiquer mon projet, et ben peut-être que je ne suis pas que la bonne personne. Et là, c'est une autre discussion de pourquoi on reste ensemble, en fait. Ok. Mais au bout d'un moment, c'est important d'avoir quelqu'un à la maison qui… Quand je dis de soutien, par contre, qu'on soit d'accord, ta femme et ton mari n'est pas censé être dans le soutien 100% du temps. Parce que c'est le rôle du mari et de la femme de te challenger. Le but du couple n'est pas d'être heureux. Tant que les gens auront comme idée du couple, le couple d'Hollywood, qui est que le couple est censé te rendre heureux, ils vont être dépressifs. Il n'y a rien qui a généré le plus de problèmes dans le couple que Hollywood qui vend l'idée d'un couple heureux. Le but de quoi que ce soit dans notre vie n'est pas d'être heureux. C'est vraiment une notion qui est arrivée avec le Moyen-Âge, on a commencé à créer ce truc-là. Les Grecs ne cherchaient pas à être heureux.
Les Grecs, ils cherchaient à avoir une vie qui a du sens. Et une vie qui a du sens n'est pas une vie où tu vis du plaisir. Et c'est pour ça qu'il y a une consommation d'antidépresseurs, de sucre, de drogue, de sexe, de Netflix, de tout ce que tu veux, parce qu'on croit que l'idée de la vie est d'être heureux. Il n'y a rien de mieux pour être dépressif. La dépression, c'est quoi? C'est je compare ma vie avec une vie que je pense comment elle devrait être. Et dès que j'ai un moment où je me sens moins bien, vu que je pense que je devrais être tout le temps heureux, du coup, je me dis oh, « je suis pas bien ». Et il n'y a rien de mieux pour être pas bien que se répéter que tu n'es pas bien. Les Grecs, ils ne cherchaient pas à ça, ils cherchaient à se dire « est-ce que le projet dans ma vie, il a du sens ?» Tu vois, une maman qui accouche, elle ne se dit pas que c'est censé être agréable. Et la question n'est pas est-ce que c'est agréable. La question, c'est est-ce que ça a du sens d'avoir un enfant? Le jour, et j'espère pas, où les mamans se diront que c'est un problème de souffrir pendant l'accouchement, on a un vrai problème pour l'humanité. Non, elles se disent c'est beau d'avoir un enfant. Point final. Et puis on n'a pas le choix surtout. Bah si, tu peux avoir le choix de ne pas avoir d'enfant. T'as le choix. Mais le problème, c'est que les gens, ils voudraient que ce soit la même chose. Ils veulent accoucher d'un projet, mais ils ne veulent pas vivre l'accouchement. Exactement. Les gens voudraient mes finances, ma notoriété, ma réussite, mais ils ne se rendent pas compte. Là, j'ai fait 2 jours d'école de coaching, c'est-à-dire je forme des coachs. J'ai fini le soir, je suis défoncé, j'ai mal aux jambes, je ne suis pas bien. Mais les gens ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ce que c'est de faire une vidéo avec le cœur et d'avoir 1000 personnes qui me disent que je suis une grosse merde, des gens qui me disent que je suis nul, des gens qui disent que je ne suis pas bien, je suis méchant, je suis con, je suis ignorant, des gens qui m'écrivent en disant tu devrais arrêter de faire des vidéos, tu es une grosse merde, des personnes qui me disent tu devrais mourir. Les gens, ils voudraient aller au paradis, mais ils ne voudraient pas passer par tout ce que ça implique. Et c'est vraiment un slogan chez les Marines, tu ne peux être prêt à aller au paradis que si tu es prêt à passer par l'enfer. Et c'est vraiment ce truc-là, il y a rien de pire pour être déprimé que de chercher à une vie, une confort. Tu n'es pas censé avoir une vie de confort. Tu veux déprimer, cherche à avoir les abdos de Cristiano Ronaldo sans faire les abdos. Et tu vas être déprimé, et tu vas te lever le matin et dire mais comment ça se fait que j'ai pas d'abdos? Ah, mais tu fais pas d'efforts. Le problème, c'est pas les efforts. Le problème, c'est est-ce que les efforts que je fais, ils ont du sens? Tu vois, la personne qui peint toute la musique, toute la journée, elle va avoir des douleurs aux mains. La personne qui est danseur de ballet, elle va avoir les doigts de pied défoncés. Le pianiste, il a les mains au bout d'un moment quand il n'en peut plus. Le guitariste, c'est pareil. La personne qui code en développement, elle a les yeux défoncés. On est dans une société où on a créé un truc. Là, on est dans l'ère de il faut être tout le temps dans le plaisir. Bah voilà. Et du coup, en même temps qu'on cherche le plaisir, on a une génération de dépressifs. La clé n'est pas la recherche de plaisir. La clé est la recherche de ce qui a du sens pour moi. Le couple n'est pas censé être un générateur d'uniquement du plaisir. Il est censé être un générateur de croissance. Parfois, je vis des moments intenses de plaisir avec ma femme. Parfois, elle me challenge. Parfois, elle me dit que je joue trop petit. Parfois, elle me dit que je me trouve des excuses. C'est ma meilleure coach. Et c'est pour ça que je l'aime. Je ne l'aime pas parce qu'elle est agréable. Je l'aime parce qu'on grandit ensemble. Je l'aime parce qu'on fait un voyage. Un voyage n'est pas censé être agréable. Il est censé être les deux. Il n'y a que sur le papier que les voyages sont agréables. C'est pour ça qu'il y a plein de gens d'ailleurs qui dépriment en voyage. Ils se sont créés un voyage idyllique sur le papier. Ils partent en voyage, retardent des avions, ils rencontrent des gens de mauvaise humeur. Tu prends le train, tu as un mec qui pue à côté de toi. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est d'être capable de trouver ça drôle que le mec qui pue à côté de toi, ça m'est déjà arrivé, de mettre du parfum sous ton nez, d'être créatif dans des solutions, d'exercer ta méditation, de t'imaginer raconter ça à tes potes. Et quand tu arrives à kiffer la vie, quand elle paraît pas facile, là, franchement, tu es libre. Et c'est ça, pour moi, l'entrepreneuriat. Tant que tu n'aimes pas quand c'est dur, tant que tu n'aimes pas quand tu échoues, tant que tu n'aimes pas quand tu es critiqué, c'est une prison. Le jour où tu arrives à aimer quand tu es critiqué et valorisé, le jour où tu arrives à aimer, tu vois, on a préparé tout un processus avec Timmy et Quentin. On n'a jamais autant bossé là-dessus. Jamais. Et on n'a jamais autant foiré. C'est dur, mais quelque part, c'est drôle. Et quand tu arrives à apprécier quelque part ça et apprécier quand ça marche, là, l'entrepreneuriat, ça devient magnifique. Mais jouer à un jeu et vouloir que gagner, le jeu devient très dur. Bah écoute, David, un grand merci pour ce moment. Je pense que les académiciens vont adorer et moi la première. Et c'est pas grave, à la limite, ils n'adorent pas. Non, ce qui compte pour moi, c'est à la limite plus que est-ce qu'ils adorent ou pas, c'est qu'il y ait une personne dans ton audience qui
qui soit touché par au moins une idée des messages et qui allait faire quelque chose pour changer sa vie. On a un potentiel qui est dingue, vraiment qui est incroyable, et on a tendance à l'oublier, et justement par peur de regarder les autres, par peur de souffrir, passer à côté de sa vie. Et encore une fois, je tiens à préciser que tout ce que j'ai dit là, si j'en parle comme ça avec fermeté entre guillemets, c'est parce que je parle de ma vie. J'ai été à rechercher le plaisir, j'ai été à vouloir esquiver l'inconfort, j'ai été terrorisé d'être critiqué par les gens. Mais c'est un poison, et c'est tellement magnifique de se lever le matin et se dire allez, je vais juste essayer d'être moi-même. Et si tu n'arrives pas à m'aimer tel que je suis, eh ben, va te faire foutre. Je veux m'entourer de gens qui arrivent à m'aimer comme je suis. Si mon audience, ça leur plaît pas comme je suis, je préfère une autre audience en fait. Et j'ai passé trop d'années à essayer de me plier pour qu'on m'aime, ou de dire la bonne chose en vidéo pour qu'on m'aime. Ah, ça fait chier. C'est pour ça que je te disais, c'est pas banal pour moi de dire c'est pas grave si on m'adore pas. Parce que là, vraiment, j'ai dit des choses que j'aurais aimé qu'on me dise. Le David d'il y a 5 ans, tu l'aurais interviewé, il était gentil, hein, mais il aurait dit des choses pour que ton audience m'aime. On évolue constamment quand on est entrepreneur. Bah, de toute façon, t'as pas le choix, sinon ta boîte, elle meurt. Parce que les autres, ils avancent. Hein.